La première fois que je l'ai rencontré, eh bien, très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Par contre, j'ai un excellent souvenir, effectivement, de sa personnalité, un peu son caractère, son tempérament. Ça, oui, je me souviens très bien. C'était un homme que j'estimais, que j'aimais bien, pour déjà une raison très simple. Il était assez pittoresque. Il avait un franc-parler. Bon. Et puis un esprit souvent assez acide, sinon caustique, un sens de l'humour qui était quand même très développé, et il savait se dresser la caricature de quelqu'un en quelques mots et en quelques expressions. Voilà. Donc j'aimais beaucoup sa personnalité, et je l'ai connu un petit peu par hasard et à la demande du directeur des musées de France d'ailleurs, donc qui m'avait chargé non pas de l'assister dans l'élaboration d'un projet pour les ESI de Taillac, mais plutôt de l'accompagner un peu, voilà. Parce que autant il était à l'aise dans ses terres, les ESI de Taillac en Dordogne, autant sur Paris, c'était un petit peu plus difficile pour lui. Donc, et ici, il avait parfaitement bien compris. Donc, moi, j'étais un jeune conservateur à l'époque. Donc, ils m'ont dit si je pouvais un peu l'accompagner, lui servir un petit peu de confident. Voilà, et parler tout simplement avec lui et sans lui faire la leçon parce qu'il savait tout. Moi je ne savais rien, c'était lui qui pouvait m'apprendre des choses, mais simplement il pouvait me dire des choses qu'il n'aurait sans doute pas, et de façon très naturelle, qu'il n'aurait sans doute pas dit ni au directeur des musées de France de l'époque qui était Hubert Landais, ni à l'inspecteur général qui était Pierre Cognam, et qui était toujours un peu impressionnant et qui avait toujours l'air un peu d'être un sénateur romain. Voilà. Donc moi, j'étais simple, toujours à l'écoute, et puis je pouvais recevoir toutes les leçons, voilà, sans que ça puisse nuire à, je ne sais pas quoi, à son ego, à son orgueil, à son amour propre, quoi que ce soit. Voilà. Ils faisaient la paire tous les deux, et le musée, c'était leur vie à tous les deux. Je crois que l'un n'allait pas sans l'autre, me semble-t-il. Et Geneviève avait une présence très très forte au musée. Je crois que rien ne pouvait se faire sans sa bénédiction. Et c'était, je crois, important. Je me souviens même d'une fois où elle faisait visiter le musée. J'étais là justement avec Jean Guichard. J'étais là et elle faisait visiter à un groupe de gendarmes. Et elle les menait, ils avaient tous leur képi, ils avaient enlevé leur képi qui était sous le bras, et de vitrine en vitrine, elle leur présentait les choses, et elle les menait, je dirais, avec entrain et avec beaucoup d'autorité. Ça, je me souviens. Et un moment justement de cette procession un peu solennelle avec les gendarmes, elle a tenté de leur expliquer ce qu'était la statistique pour les préhistoriens, notamment pour finalement en matière de typologie, de morphotypologie. Et elle a choisi comme exemple pour illustrer son propos, exemple les poulets. Et alors ça avait été très drôle, aucun gendarme n'a réagi bien sûr, mais moi j'étais absolument écroulé de rire derrière parce que je pense qu'elle n'avait pas fait exprès. Elle n'avait pas fait exprès, mais au fond c'était bienvenu, c'était très drôle. C'était aussi dans sa couleur, parce qu'elle avait beaucoup de couleurs, Geneviève Guichard, beaucoup. Est-ce que vous avez eu ça entre les mains à l'époque? Oh que oui, justement. Alors le Musée national de la préhistoire, projet Falaise. Ah, le projet Falaise. Oui, c'est un moment important. Vous savez que le Musée national de préhistoire, donc, a été affecté à la direction des musées de France, ministère de la Culture, direction des musées de France, en 1972. Oui. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Jean Guichard, qui était quand même le directeur du musée, qui dépendait alors de la direction régionale des antiquités préhistoriques d'Aquitaine,
Donc lui-même a basculé sur les musées de France et il est devenu conservateur, chef d'établissement du musée national de préhistoire des Hésites-Taillac. Voilà, exactement. Donc, et jusqu'à cette époque, c'était un musée qui était quasi un dépôt de fouilles, qui était ouvert au public, mais plutôt un centre de recherche, dépôt de fouilles, qu'un véritable musée. Et effectivement, dès que donc il est passé à la direction des musées de France, Jean Guichard a tout de suite eu le souci de concevoir un autre type d'établissement, beaucoup plus ouvert au public et avec donc une approche des visiteurs et du public nouvelle, notamment au niveau de la présentation des collections. Avant, c'était assez terne, assez difficile d'accès, et avec Jean Guichard et avec Geneviève également. Donc, ils ont, je pense, révolutionné la présentation des collections de préhistoire à ce moment-là. Bon, jusqu'à un certain point, bien sûr, et dans le cadre ancien, mais enfin, ils ont fait quand même pas mal de choses. Hein. Plusieurs salles de l'ancien château ont été complètement remaniées, notamment les blocs sculptés, et surtout, on doit à Jean Guichard, à cette époque-là, d'avoir conçu une salle de morphotypologie tout à fait dans la partie haute du château, qui était assez bien conçue pour que les visiteurs puissent un peu comprendre à la fois ce qu'est un outil préhistorique, son évolution, sa place dans un contexte culturel particulier, et aussi les grandes lignes forces de l'outillage lithique de la préhistoire. Voilà. Donc ce qu'ils avaient fait, c'était pas mal du tout. Donc alors Jean avait effectivement s'était battu très tôt d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dès 72, je ne me souviens pas, mais en tout cas dès 75, certainement, s'était battu pour qu'un projet puisse émerger aux Hésites-Taillac et pour engager un véritable projet de rénovation, de réorganisation complète du musée de préhistoire des Hésites-Taillac. J'insiste sur le « de » parce que dans son esprit, le musée de préhistoire était d'abord le seul musée national de préhistoire et lui avait défendu l'idée, avec courage à cette époque-là, que c'était non pas le musée de préhistoire des Hésites-Taillac, mais le musée de la préhistoire des Hésites-Taillac. Donc, évidemment, un article, après tout, pourquoi pas, mais ça n'a pas été accepté à l'époque. Il n'a pas eu gain de cause, puis parce que le musée d'archéologie nationale, qui était le musée des antiquités nationales de Saint-Germain, considérait que c'était un musée plutôt de site de la vallée de la Vézère et qui ne pouvait pas prétendre à l'exhaustivité ou à la synthèse, cette fonction étant réservée au musée de Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Donc il y a eu des notes écrites, etc. À l'époque, c'était Henri Delporte, qui est aujourd'hui décédé malheureusement, qui s'occupait de la préhistoire au musée de Saint-Germain. Henri Delporte était opposé à l'utilisation de cet article-là. Voilà, donc on a dû s'en tenir à musée de préhistoire des Hésites de Taillac. Voilà. Ceci étant, dès que... De ça, oui. Ceci étant, dès que le projet a pris corps, qu'il s'est un petit peu développé, qu'il a été connu, qu'il a fallu l'engager, alors je dirais les passions se sont réveillées, et notamment localement, où il y avait des intérêts autres qui intéressaient aussi la préhistoire, ou d'ailleurs des partenaires locaux, et notamment l'abri Patot qui dépendait alors du Muséum d'histoire naturelle, Paris, et
qui est situé absolument à côté, à 80 ou 90 mètres du musée national. On avait à l'époque trouvé également, suite à des travaux d'un particulier, un autre abri qui s'appelait l'abri Vigneault, qui était à côté de l'abri Pateau, sous le musée national. Il y avait l'Institut du Quaternaire. Il y avait, je crois, également une institution de recherche en biologie ou chose comme ça qui est dirigée d'une certaine Madame Darchin. Voilà. Il y avait le TOT, il y avait déjà l'ASCO 2, enfin des intérêts multiples. Et chacun a voulu un peu profiter de l'opération de rénovation du musée des Aisies pour pousser un peu ses pions et sans doute récupérer une petite part du gâteau. Voilà. Et bon, c'était de bonne guerre, c'était tout à fait normal. Mais devant ce mouvement un petit peu anarchique, il a fallu mettre un petit peu d'ordre et on a créé une commission officielle, une commission officielle, c'est Jacques Lang, je crois, qui avait créé cette commission, qui s'appelait la commission d'aménagement de la falaise, d'aménagement muséographique de la falaise et des Aisies de Taillac. Voilà. Avec évidemment tous les partenaires, je vais citer que quelques-uns, parce que les autres j'ai un petit peu oublié, mais tous les partenaires, je vais les citer. Et l'idée, c'était évidemment de trouver une cohérence à tout ça. Mais finalement, ça n'aboutit à rien, parce que c'était très difficile en fait de s'entendre. Les intérêts étaient trop différents. Voilà. Trop divers et vraiment trop différents pour qu'on puisse trouver une cohérence. La cohérence essentielle aurait été la complémentarité entre le musée des Aisies et l'abri Pateau. Voilà. Dont s'occupait à l'époque un préhistorien éminent qui est Henri de Lumley, avec lequel d'ailleurs votre père, Jean Guichard, s'entendait très bien. Donc d'ailleurs les choses se sont faites. L'abri Pateau s'est fait. Donc c'est le musée de site et le musée national s'est également fait comme musée de la vallée de la Vézère. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire voilà. qu'au lieu d'aller vers un élargissement thématique finalement du musée, au contraire, on a plutôt choisi peut-être de revenir à la région. Oui. Oui. Les collections. Oui, c'était justement un problème entre l'abri Pateau et le musée des Aisies de Taillac. Et ce qui est normal, c'est des discussions qu'on a entre nous pour essayer de définir un concept pour le musée. Et Jean Guichard était assez sensible à l'approche d'Henri de Lumley, qui avait une approche un peu naturaliste de la préhistoire, c'est-à-dire qu'il privilégiait l'environnement, c'était l'homme dans son environnement, ce qui est tout à fait logique. Alors que nous, dans les musées, on privilégiait davantage, c'était l'aspect culturel de la préhistoire, avec l'évolution des différentes cultures. L'environnement n'était, je dirais, qu'un arrière-fond. Donc ça avait des conséquences évidemment en matière de conception muséographique. Donc on n'était pas toujours d'accord avec Jean Guichard, qui était plus proche d'Henri de Lumley que des conceptions habituelles dans les musées de France en matière d'archéologie. Et in fine, qu'est-ce que vous pensez ? Le problème, c'est que d'abord, alors cette commission, ce qui est important, cette commission de la falaise des Aisies qui réunissait énormément de personnes, qui n'a, encore une fois, pas abouti à des solutions pérennes, se réunissait et s'est réunie à plusieurs reprises dans cette salle. Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles je trouvais que c'était intéressant de venir parler un peu de Jean Guichard dans cette salle. Parce que ça a été un moment fort, notamment la dernière séance, où finalement on a décidé un peu d'abandonner tous ces projets, puisqu'on voyait bien, on s'est aperçu que on partait un peu à la dérive, on n'arrivait pas à définir un projet global et cohérent. Voilà. En tout cas, il a quand même tiré le jackpot dans la mesure où le musée s'est quand même fait. Et autre souvenir qui est attaché à cette salle, c'est également le choix de l'architecte lauréat pour la construction du nouveau musée des Aisies de Taillac. C'est ici que ça s'est passé.
Donc, c'est important, voilà. En dehors du fait qu'il a aussi assisté de nombreuses fois au comité d'acquisition des musées nationaux. Ici même, qui étaient toujours des séances assez solennelles, importantes, et qui étaient... C'était un privilège que de participer à cette époque-là, à ce comité d'acquisition des musées nationaux. Il y avait combien de conservateurs? Il y avait au moins, je ne connais pas, mais il y avait de toute façon tous les chefs d'établissement, donc il y avait au moins plus d'une trentaine de personnes. Plus d'une trentaine sans compter d'autres, les gens qui assumaient le secrétariat, etc. Le secrétariat d'ailleurs de ce comité était situé, c'était la porte là-bas au fond. Voilà. Il était dirigé par quelqu'un de très rigoureux, sévère et un peu austère, qui s'appelait Mademoiselle Guise. Voilà. Donc il devait la connaître très bien et devait s'en souvenir certainement. Alors lui, il était toujours malheureux parce qu'il voulait faire acheter des bifaces, ça ne parlait pas trop aux autres, et en même temps, il voyait beaucoup d'argent passer pour d'autres objets. Oui, alors ça c'est un problème aussi très important, enfin pas un problème, une question ou un aspect très important justement de l'évolution de l'opération de rénovation du musée des Hésies de Taillac. Je vous le disais au départ, Jean Guichard a eu un rôle majeur dans le lancement de l'opération jusqu'au recrutement d'un architecte lauréat qui était Jean-Pierre Buffy. Voilà. Ça, son rôle a été absolument déterminant, et aussi la conception muséographique générale. Le problème, c'est que si mes souvenirs sont bons, le jury s'est tenu en 84, voilà, et l'opération elle-même n'a commencé que beaucoup plus tard, pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu des recours, parce qu'il fallait exproprier des terrains autour de l'ancien musée, et il y a eu des recours, il y a eu des erreurs de commises, comme toujours, notamment dans les expropriations, et donc on a perdu énormément de temps. Donc finalement, pour lui, l'âge du départ à la retraite a sonné, donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet, le projet muséographique. Donc c'était repris après par son successeur. Voilà, qui était donc l'actuel conservateur du musée national, qui est Jean-Jacques Cléier-Merle. Voilà. Et donc chacun doit. Jean Guichard a permis de donner une forte l'impulsion, donc a vraiment lancé l'opération. Il l'a conçu dans ses grandes lignes, mais c'est pas lui évidemment qui l'a réalisé. Alors. En matière de collection, parce que là-dedans, il y a à la fois de l'architectural et du muséal, du muséographique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce qu'il avait déjà avancé sur ces deux terrains-là? Alors, oui. Ça a été justement vous savez, dans la direction des musées de France, on est très attaché aux collections. Voilà. Et ce qui nous inquiétait quand même un petit peu dans le projet du musée national, qui coûtait quand même relativement cher, c'était une relative faiblesse du contenu de ces collections. Bon, qui était assez logique pour cette époque-là. D'abord parce que le musée n'avait été intégré à la direction du musée de France que tardivement, en 1972. D'autre part, il y avait quand même le rayonnement du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain, qui occupait quand même la grande place en matière de musée, la meilleure place et la plus grande place en matière de musée archéologique. Et puis, je dirais, on était en pleine période du développement des recherches et des fouilles archéologiques. C'est-à-dire un certain nombre de sites importants qui auraient dû être intégrés au programme muséographique conçu par Jean Guichard, au fond, ne pouvaient pas l'être à cette époque-là. Il était trop tôt. Les recherches en règle générale, n'étaient pas abouties, ou les archéologues qui les avaient menées, comme par exemple Borde, François Borde, étaient toujours, ou professeurs, étaient en activité, et tenaient à avoir
à proximité le fond le fond des collections qui était pour du matériel d'études et qui était important pour la recherche. Voilà. Donc il a fallu attendre effectivement l'arrivée de son successeur, Jean-Jacques Lillemerle, à qui effectivement la direction du Musée de France a donné des orientations. Et parmi ces orientations, ça a été l'enrichissement des collections. Voilà, c'est un impératif avec, je dirais, basé sur un principe que cette nouvelle politique d'acquisition soit particulièrement active, très dynamique et très ambitieuse, et sinon même, pourrait-on dire, je le dis entre guillemets, agressive. Voilà. Et c'est ce que, effectivement, Jean-Jacques Lillemerle a fait, et qu'il a pu faire, parce que auparavant, c'était quand même, c'était difficilement quand même concevable. Voilà. Et pourtant, j'ai filmé Véronique Rossillon la semaine dernière qui m'expliquait qu'elle a fait plein de fois d'échecs pour acquérir des collections à Drouot. Oui, mais ça a été vrai aussi pour Sony, etc. Oui, mais oui, bien sûr, c'est des toutes petites choses. C'est des petites choses, oui, c'est des petites choses. Comment ça se fait, oui. Mais moi, je pense, c'est-à-dire que Jean Guichard à l'époque ne pouvait pas parce qu'il était trop tôt, par exemple, acquérir les collections Laplace. C'était pas possible à cette époque. Il n'aurait pas pu, tout simplement. Non pas qu'il n'avait pas la capacité, c'est pas ça, mais c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et d'abord, les gens n'auraient pas lâché leur collection, tout simplement. Regardez François Borde. C'était très difficile l'acquisition par les Hésitaillac de tout le fonds François Borde, après le décès de François Borde. Donc sa femme, son épouse, Madame Borde, était tout à fait opposée à ce que ces collections aillent aux Hésitaillac. Elle aurait préféré qu'ils restent sur Bordeaux. Je crois que ça aille au musée d'Aquitaine, ce qui était d'ailleurs en partie légitime. Voilà. Finalement, les choses se sont faites au profit des Hésitaillac, grâce effectivement à l'agressivité, il faut le dire, utile, positive de Jean-Jacques Lillemerle. Ça, le fonds François Borde, là aussi, c'était pour Jean Guichard, c'est trop tôt. Pourtant, il avait travaillé avec François Borde, il avait été son adjoint pendant longtemps, et c'est grâce à François Borde qu'il avait pris le poste du Musée national des Hésitaillac. Oui. Mais il était trop tôt. Grande acquisition, mais magistrale, faite par son successeur, mais tout à fait dans la lignée. C'est par exemple Arcis-sur-Cure. Toutes les fouilles Leroy-Gourhan à Arcis-sur-Cure, qui sont vraiment des choses très importantes, ont été acquises assez récemment par le Musée national des Hésitaillac. Et sans la réflexion de Jean Guichard, sans le lancement de ce projet, sans la bataille qu'il avait menée, par exemple, pour que il soit reconnu comme musée de la préhistoire, eh bien, son successeur n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, son successeur, il s'en fiche que ça soit musée de préhistoire ou musée de la préhistoire, mais grâce à lui, c'est devenu le musée de la préhistoire que souhaitait mettre en œuvre Jean Guichard. À l'époque de Jean Guichard, d'abord, le nombre de musées, de sites archéologiques visitables, où on ne dit pas les propositions, mais l'offre touristique, si vous voulez, globale, l'offre touristique était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Et cette offre touristique et culturelle a littéralement explosé partout en France, mais en particulier justement en Dordogne. Ce qui a fait que, alors qu'on pouvait se compter une fréquentation de l'ordre, je crois, à l'époque de Jean Guichard, de 300 000 visiteurs par an. Bon. Mais tout ça resterait à vérifier, hein, parce qu'à l'époque, on était beaucoup moins attentif qu'aujourd'hui à la fréquentation et, je dirais, à la réalité des chiffres de cette fréquentation. On disait 300 000, bon, 300 000, si on a dit 300 000, c'est que c'était 300 000. Voilà. On était moins attentif qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus rigoureux, si vous voulez. Donc, mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'offre culturelle était beaucoup plus faible.
Donc, et effectivement, le musée a été conçu à cette époque-là par rapport à ce contexte. Alors que maintenant, évidemment, son successeur, lui, doit travailler par rapport à une situation qui est radicalement différente. Par exemple, il y a eu explosion en France, en général, de structures, d'équipements touristiques liés à l'archéologie qui n'existaient pas. Par exemple, les parcs archéologiques. Bon, les parcs archéologiques, maintenant, on en voit partout. Alors, effectivement, souvent, ils n'ont pas de collection, ils font beaucoup d'animations, ils utilisent, je dirais, des outils tout à fait contemporains, en multimédia ou des outils numériques pour présenter cette préhistoire. C'est souvent beaucoup plus ludique, il y a des reconstitutions, etc. Donc, ça attire davantage le public. Mais vous avez aussi, en dehors des parcs archéologiques, vous avez des centres d'interprétation, Saint-Césaire par exemple, en Poitou-Charentes, par exemple, ou même dans les Pyrénées, dans les Vergniaud, donc un autre centre d'interprétation et parc archéologique. Donc ça a complètement bouleversé la situation et la fréquentation dans les musées, où effectivement on fait du ludique dans la mesure du possible. Et d'abord, on présente aux visiteurs, je dirais, des collections et des collections originales. Voilà. Et il faut savoir les présenter aussi de façon attrayante, ce qui n'est pas toujours, pour la préhistoire, c'est pas toujours facile. On peut toujours, vous savez, faire des scénographies. Et ça plaît beaucoup, dans un goût qui reste d'ailleurs toujours très proche de ce qu'on faisait au XIXe siècle, mais ça intéresse, d'accord, mais c'est pas l'objectif prioritaire que visent quand même les musées, qui est un objectif davantage quand même culturel. En réalité, au niveau de la conception de fond, il y a continuité entre ce que voulait Jean Guichard et ce qu'a fait Jean-Jacques Leyemerle. Il y a deux galeries superposées, l'une qui est donc en bas, qui est la galerie du temps, en fait, et l'autre qui est dans la partie supérieure, qui est une galerie thématique, hein, qui est la préhistoire à un moment T. Voilà. Bon, qui est un peu une vision un peu idéalisée, mais que souhaitait aussi faire tout à fait Jean Guichard. Donc son successeur s'est inscrit dans ce concept. Simplement, effectivement, il y avait donc Geneviève avait d'abord, elle était pittoresque, hein, je peux le dire. Donc elle savait raconter la préhistoire. Donc, et vis-à-vis des enfants ou d'autres, d'ailleurs, ça marchait très très bien. Voilà. Alors, peut-être que il me semble qu'au musée national des Aisies aujourd'hui, je ne suis pas bien sûr, mais je crois qu'il n'y a pas un véritable service culturel, ou un service des publics, Voilà. Il n'y a pas un véritable service des publics comme dans d'autres musées. Donc de ce point de vue, ils sont pénalisés. Et effectivement, l'enrichissement des collections, la muséographie qui est assez chargée, donc le nombre de pièces présentées par exemple, et avec effectivement une conception muséographique des vitrines un petit peu lourdes, etc., fait que il y a un manque souvent de scénographie générale, de lien entre ces différents éléments qui sont présentés, fait que c'est d'un abord qui est un petit peu difficile. Ça, c'est exact, c'est vrai. Bon, mais ça, c'est peut-être une autre étape qui est à engager pour le devenir du musée des Aisies. Une discussion avec lui sur le problème de l'implantation du musée. Voilà. Parce que je m'étais rendu justement aux Aisies de Taillac en mission, et j'avais regardé tous les abords, et également j'étais monté sur la falaise pour voir un peu ce qui se passait sur le plateau, si vous voulez. Et compte tenu du fait que c'était propriété de l'État, je m'étais dit que le musée, compte tenu des très grandes contraintes du lieu, le musée aurait pu être
implanté justement sur la falaise et pas au pied de la falaise. Il y avait de l'espace, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et puis à terme on pouvait agrandir comme on voulait également le musée, et rien n'empêchait d'avoir des liaisons verticales qui permettaient de relier le village des Aisies donc au musée, qui en plus aurait surplombé la Vézère, et je trouvais que c'était un magnifique projet. Jean Guichard, mais pas Jean Guichard s'y est opposé, pas seulement Jean Guichard, également le musée national de préhistoire, le musée de Saint-Germain-en-Laye. Henri Delporte ne voulait absolument pas en entendre parler, pour une raison d'ailleurs qui était logique. Il trouvait que le château des Bénac, c'est là que les choses s'étaient faites. Donc c'était un lieu historique, et le musée donc de préhistoire devait rester à cet emplacement. Voilà. Et je crois également que ça rejoint toujours notre problème musée de préhistoire, musée de la préhistoire. Peut-être que Henri Delporte à cette époque-là ne souhaitait pas que le musée des Aisies-Taillac prenne trop d'ampleur. Voilà. Donc il y avait une opposition de la part du musée d'archéologie des Antiquités nationales, et Jean Guichard était aussi très hostile, et pour la raison que vous avez évoquée, parce qu'il était maire des Aisies-Taillac. Il me l'avait dit très franchement, il disait qu'il n'en était pas question pour lui. Il ne resterait pas un jour, s'il annonçait ça, il ne resterait pas un jour de plus maire des Aisies-Taillac. Il serait chassé manu militari du conseil municipal et de son mandat de maire. Donc là, effectivement, le choix de l'implantation actuelle du musée a été conditionné justement par le fait qu'il était également maire des Aisies. Alors, avantage pas bien d'écouter, parce qu'il a beaucoup facilité les choses, les travaux, par exemple la grande question de l'expropriation, etc. Ça joue un rôle majeur. D'un autre côté, peut-être que sur le plateau, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus, je ne sais pas, plus adapté à notre époque, avec des espaces extérieurs. On aurait pu faire des animations, je ne sais pas, des scénographies, dans l'esprit des parcs archéologiques, si vous voulez. En tout cas, le rôle de Jean Guichard, incontestablement, a été un rôle pilote, quoi. Locomotive, voilà. La locomotive pour le musée des Aisies. Alors maintenant, on verra comment les choses vont évoluer. En tout cas, vous pouvez me croire sur parole, aujourd'hui, c'est un musée qui, en matière de collection, qui est développé de façon absolument extraordinaire, et j'espère que ça va continuer.